Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Nom d'un pipeline. Je suis Julien Danjou, votre hôte favori pour parler de CI/CD et aujourd'hui je suis avec Cyril Rohr. Salut Cyril. Bonjour à tous et à toutes. Alors Cyril, on s'est déjà croisé pas mal sur Slack, on a un peu discuté ensemble, voilà, parce qu'on a parlé de ce que tu fais, de GitHub Action, de Rodzone, tout ça. On va en parler, je pense, aujourd'hui parce que c'est des sujets super intéressants qui parlent de CI. Mais peut-être que tu peux commencer par, te présenter ton parcours, ce que tu as fait. Je sais que tu as fait plein de choses, des petits projets entrepreneuriaux, tout ça, donc ça peut être intéressant d'en parler. Ouais, carrément. Donc moi c'est Cyril, donc moi à la base je suis développeur, donc depuis plus de 15 ans, basé à Rennes et puis, donc j'ai passé en fait au début, à peu près 3 4 ans, dans un institut de recherche, bosser, sur les grilles de calcul. Donc c'était avant que le cloud, arrive en force et puis ensuite, voilà, je me suis orienté plus sur la partie cloud parce qu'en tant que développeur, j'aimais assez ça de pouvoir, mettre à profit mes compétences de dev pour automatiser, de l'infra. C'est vraiment un truc qui me bottait pas mal et puis, ensuite j'ai continué en freelance, donc en faisant, à peu près, moitié-moitié entre du développement pur. Donc moi je suis plutôt, Ruby et Rails à la base, et puis moitié infra, parce que j'aimais beaucoup ça, donc notamment chez AWS et en fait, au fur et à mesure de mes projets avec différents clients, c'est vrai qu'on retombe un peu toujours sur les mêmes besoins, notamment en termes de CI, voilà, automatiser, mettre des tests en place, faire que ce soit assez rapide pour avoir du feedback, mettre en place éventuellement du staging ou des environnements de preview. Donc voilà, de fil en aiguille, ça m'a donné l'idée de lancer des petits projets, comme tu disais, effectivement. Donc j'ai, à mon actif, on va dire, 3 projets, dont le premier, c'était un système de packaging. Donc en fait, tu prends un dépôt GitHub et puis ça va aller te packager, quel que soit le langage. Ça va te fournir des paquets Debian ou RPM pour tes applis. Le deuxième projet, du coup, c'était sur ces fameux environnements de preview, permettre sur une PR, en gros, à chaque PR, de pouvoir déployer tout ça pour que des gens ensuite en QA puissent aller regarder un peu si c'est correct ou pas. Et puis le dernier, effectivement, le plus récent, là, que j'ai lancé en décembre, c'est Runzone, qui permet voilà, d'avoir des runners pour GitHub Action beaucoup moins chers et plus rapides. Voilà à peu près mon parcours. OK. J'étais déjà tombé sur, Pool Preview il y a quelques années et c'est vrai que Ok. j'avais pas fait le lien à l'époque, c'était déjà toi qui bossais là-dessus et je trouve ça cool parce que je regarde le site web en même temps et je vois le premier screenshot où tu utilises, l'API de deployment de Mm. GitHub. Je pense Ouais. que tu es la seule personne au monde à le faire, donc félicitations, c'est sûr que ça Non, devient ouais, vraiment enfin, alors c'est vraiment marrant parce qu'il y a 2 jours, j'étais en train de bosser sur cette API et effectivement, c'est une galère, assez innommable, notamment en fait pour Runzone pour le coup, parce qu'en fait, les événements qui sont envoyés, enfin les webhooks qui sont envoyés, si tu veux typiquement, si tu veux ne pas déclencher de runner tant que le déploiement, n'est pas approuvé et en fait, je sais pas ce qu'ils ont fait chez GitHub, mais les webhooks, c'est n'importe quoi. Et mmh. donc, une bonne galère à interagir avec, mais ouais, après j'ai l'impression que ça arrive quand même, que les gens se mettent à l'utiliser un peu plus, mais Ça c'est fait un reste assez paquet brut. d'années qu'elle existe, mais je crois qu'il y a assez peu d'outils, de soft qui l'utilisent au Mmh. final, enfin, ils ont essayé de faire un truc, mais j'avoue que même moi, je connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette API. J'en ai jamais vraiment eu besoin et j'ai jamais trop compris. Il y a l'idée, hein, je dis pas que c'est pas une mauvaise approche qu'ils ont eue, mais j'ai l'impression que ça a jamais vraiment décollé, cet aspect de la Ouais. API malheureusement. Après pour les environnements de preview, typiquement, j'étais assez content de l'avoir parce que l'intérêt, c'est que ça s'intègre avec les pull requests, donc tu peux effectivement aller publier le lien direct vers un environnement de preview, un lien qui peut être généré dynamiquement et donc pour le cas d'usage de pull preview, c'était vraiment pratique. Mmh. Voilà, ou la plupart des solutions que j'ai vues, qu'elles soient handmade ou autres, c'était des gens qui postent des commentaires simplement, en fait, pour dire: Mmh. «Hey, salut, c'est déployé ici», avec une URL. Ce qui est good enough finalement mais pas aussi bien intégré effectivement que l'API de GitHub de Mmh. déploiement, quoi. Et aujourd'hui, du coup, c'est un truc sur lequel tu as beaucoup d'utilisateurs? C'est utilisé par beaucoup d'équipes pour Sur Pool déployer? Preview, ça franchement, c'est pas trop mal. C'est pas le projet, qui marche le mieux, c'est plutôt Runzone, là, le dernier, clairement.
Mais ouais, typiquement, tu vois, il y a le gouvernement anglais qui l'utilise, donc c'est assez marrant. Parce qu'ils déploient, ils ont une équipe en Angleterre, c'est plutôt bien fait. Je crois que ça s'appelle GDS, ils ont une équipe vraiment dédiée pour fournir des sites web et du support Tu à fais tous tourner les. l'Angleterre, c'est incroyable. Bravo, félicitations. Ouais, Fais tourner un pays entier grâce à Full Preview. pas tous les services, hein, je te rassure, mais en tout cas une certaine partie, ils sont clients. J'avais le code Climate aussi, enfin j'ai un certain nombre de clients assez intéressants. Mais après clairement ouais, c'est pas là-dessus que je vis. J'ai toujours une partie freelance. Puis bon aussi parce que j'en ai pas fait une grande promotion, on va dire. Mais quand les gens ont le besoin, ça répond vraiment bien. Après, il y a plein d'alternatives, hein, qui existent, on va pas se mentir, qui pour le coup sont beaucoup plus. Enfin, c'est un produit où ils sont à fond dessus, etc. Mais moi j'aime bien parce que ça reste un truc vraiment entre guillemets basique, mais assez puissant. Enfin, il suffit d'avoir un Docker Compose avec une image Docker qui va bien, et puis ça peut te déployer tout ça avec les certificats SSL sur une URL temporaire. Et là où beaucoup de solutions tierces finalement sont devenues un peu des usines à gaz, tu as une Ouais. interface centralisée, tu as des trucs, ça s'intègre pas complètement avec GitHub, enfin t'as pas typiquement ils n'utilisent pas l'API de déploiement, parce qu'effectivement c'est assez pénible à s'intégrer avec. Mais ouais, donc ça reste une solution, enfin il y a toujours des gens qui s'inscrivent chaque mois, etc. Donc non, ça va. Ok, et tu l'as fait plus forcément évoluer du coup. T'es plus en mode Bah, maintenance j'avoue que là, dessus. ouais, je suis pas mal occupé avec mon dernier projet, mais bah, je fais évoluer un peu suivant les demandes. Mais en fait, ça marche, quoi. Enfin, la base est là. Tant que GitHub change pas ses API, tant que Docker, tant qu'il n'y a pas un tout nouveau format de Docker Ouais. Compose, finalement, il y a pas. Le service est good enough, on va dire, pour l'instant. Ok. Finalement, je préfère des fois m'arrêter et pas aller rajouter des features tout le temps. Euh, qui sont pas forcément essentiels, et puis alors dire un peu le truc. Donc ouais, non, là, ça tourne effectivement depuis quelques mois, voire années, sans trop de modifications. Ok. C'est c'est clair. Top. Bon alors, ce nouveau projet Runzone, qu'est-ce que c'est? Runzone, en fait, donc le pitch, c'est en gros des GitHub Actions, mais en 10 fois moins cher et plus rapide. Et effectivement, là d'où ça vient, c'est que pareil, toujours avec mes contrats de freelance et les clients que je peux avoir, c'est vrai qu'on voit toujours un peu les mêmes problèmes revenir. Genre, la plupart des clients maintenant, enfin l'énorme majorité ont tous un CI, donc des tests, etc. Ça, c'est bien rentré dans les mœurs. Le problème des fois, c'est que finalement, il y a peut-être trop de tests, ou en tout cas, ils tournent sur des machines qui sont pas forcément assez puissantes pour que le feedback soit assez rapide. Et typiquement, on voit bien, enfin moi en tout cas, le data point que j'ai, c'est au bout de supérieur à 10-15 minutes, euh, on sent qu'il y a vraiment une friction en fait à chaque commit, à chaque PR, pour avoir le retour rapidement, de savoir si ce qu'on a produit comme code est bon ou pas. Et donc, et la plupart des clients, enfin beaucoup de clients en tout cas, utilisent GitHub Actions, c'est quand même un truc hyper répandu maintenant. Et le problème en fait, c'est qu'on se rend compte, si on utilise les runners de base, dans les repos privés, c'est des runners avec 2 CPU, dans les repos publics maintenant ils sont passés à 4. Mais bon, la plupart de mes clients, ils ont des repos privés, et en fait, de CPU, des fois, c'est pas terrible, parce que t'as plusieurs problèmes qui se posent. Si t'as que 2 CPU, si t'as une suite de tests que tu peux paralléliser, mais que t'as que 2 CPU, tu te retrouves à faire des trucs du genre test splitting. Donc aller découper ta suite de tests en plein de sous-ensembles, et ensuite lancer parallèlement tout ça dans un job de type matrice. Par exemple, 20 runners d'un coup qui exécutent un vingtième de ta suite de tests. Sauf que c'est un peu dommage, entre guillemets, parce qu'on perd un temps fou. Enfin, je sais pas si tu as déjà eu le souci ou si tu as déjà vu passer ça, mais je pense que dans beaucoup de boîtes, il y a un nombre d'heures perdues là-dessus qui doit être assez conséquent. De se retrouver à splitter ça, ensuite agréger les tests en sortie pour avoir je sais pas moi, le coverage global, ou le taux de, Mhm. de succès global, etc. Donc ouais, moi je connais énormément de gens qui perdent, enfin qui sont passés par là, parce qu'on pense qu'il y a que cette solution-là, mais en fait, si ta suite de test est
à peu près parallélisables. C'est un peu dommage de pas prendre un runner qui a, je sais pas moi, 32 CPU, et puis de t'éviter tout ce travail. Donc ouais, Runzone, c'est né un peu de ce constat que bah, il y a énormément de temps qui est perdu à faire ce split. Et puis du constat aussi que les machines GitHub qui sont fournies de base sont pas hyper rapides en fait. Quand on regarde un peu les CPU, c'est des vieux CPU et la performance du CPU est pas terrible. Donc voilà, je me suis retrouvé à me dire bon, est-ce qu'on peut faire mieux? Donc évidemment, chez GitHub, c'est le gros avantage, enfin, comme chez GitLab, c'est qu'ils te permettent d'amener tes propres machines avec les Mmh. self-hosted runners. Et donc il y a plein de boîtes où c'est une approche complètement suffisante. Tu vas acheter une machine chez Hetzner, typiquement, qui fournit des CPU vachement rapides pour pas très cher. Et puis tu l'enregistres auprès de GitHub, et puis voilà, et tout ça, ça marche bien tant que tu n'as pas un volume de job trop important. Mais dès que tu dépasses, voilà, dès que tu es une équipe de 5-10 développeurs, bah, ça devient un peu pénible à gérer. Et puis quand la nuit, il n'y a personne qui bosse, du coup, bah, tu as des machines qui tournent à vide. Donc je me suis dit, il y a peut-être mieux à faire, en utilisant notamment AWS, puisque tu peux lancer vraiment des VM à la demande. Et donc Runzone, c'est la V1, on va dire, c'était voilà, j'ai un job qui arrive chez GitHub, GitHub me prévient et je vais lancer une VM qui va lancer le job. Voilà. Et de fil en aiguille, des clients ont commencé à l'utiliser. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, c'était un peu une vision un peu naïve, cette V1. Il y a énormément de choses qui peuvent péter un peu dans tous les coins. Donc de fil en aiguille, on arrive à Runzone V2 qui maintenant est, on va dire, plus robuste, mais voilà, le mode de fonctionnement reste identique à ce que je viens de décrire. OK. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Effectivement, je pense que c'est un problème assez constant. Tu commences souvent avec les runners de GitHub ou de quel que soit ton fournisseur de CI, mais ça a vite un souci, soit en termes de budget parce que c'est assez Mmh. cher. Ouais, Donc, il effectivement, le tarif, j'ai pas mentionné, mais c'est le deuxième point qui est qui est un peu problématique avec GitHub Actions, ouais. ouais, je pense que bah, il y a le problème de finalement de performance ou si tu bah, après tu peux aussi mettre des machines tu disais mettre des machines avec 32 CPU, mais tu peux aussi faire ça, si je ne m'abuse, chez GitHub, prendre des machines plus grosses, mais qui sont effectivement aussi plus chères. Mmh. Et peut-être qu'effectivement le CPU n'est pas aussi, rapide que sur les machines que tu peux acheter, que ce soit du bare metal ou sur des clouds, autres. Donc tu trouves vite, donc tu payes le service de pas avoir les managers, ce qui quand même vaut de l'argent parce Ouais. que tu pas de t'as pas de temps à mettre dans la maintenance de tes instances de CI, ce qui est quand même pas négligeable. Mais j'imagine que, ouais, au bout d'un certain moment, c'est-à-dire que quand tu une taille critique de quelques dizaines, centaines de développeurs, ça devient plus vraiment économiquement intéressant de faire tourner, tes instances de CI directement chez GitHub et d'avoir ta propre infra. Mais comme tu disais, effectivement, avoir ta propre infra, ça veut dire que tu la payes, 50 du temps pour rien. Imaginons que tes développeurs soient tous sur la même time zone, ce qui est souvent le cas quand même et tu as quand même une partie de l'infra qui sert à rien, pendant quelques heures. Donc avoir des serveurs qui tournent, tout le temps, c'est un peu dommage. Donc c'est là où tu arrives à avoir une solution qui en fait a le meilleur de tout au final. Bah, ouais, parce que tu mentionnais les runners, plus larges chez GitHub. Alors c'est vrai qu'ils ont introduit cette feature, sauf qu'en fait, il faut avoir un plan, c'est à partir de Team, il me semble, Ouais. pour y avoir accès. Et en fait, c'est les mêmes CPU que les runners de base. Donc effectivement, le CPU est toujours, vraiment pas très rapide. Donc tu en as plus, mais la perf, en single thread est vraiment pas top. Et puis ça coûte effectivement très très cher. Quand tu compares déjà le 2 CPU, si tu le fais tourner, en imaginant que tu aies assez de workflow, enfin que tu fasses l'équivalent d'un mois entier, je crois que c'est 340 $ par mois pour une machine avec 2 CPU et 8 Go de RAM. Donc t'imagines un 16 CPU, c'est 8 fois ça. Si tu le fais tourner, enfin si l'équivalent de tous les jobs que tu lances, ça fait l'équivalent d'un mois. Donc ça monte très très vite. Et ensuite, bah ouais, effectivement, dès que tu commences à être dans une équipe avec pas mal de développeurs, souvent tu prends l'option d'aller auto-héberger un peu tes runners. Donc là-dessus, bah, j'avais regardé un peu le marché. Tu as quand même, bah, t'as en gros deux solutions maintenues. Enfin, tu avais deux solutions maintenues. Donc la première, c'est le ARC, le Action Runner Controller, qui est, qui est maintenant censé être maintenu par des gens de chez GitHub. Mais donc ça, c'est un opérateur Kubernetes, donc tu installes dans un cluster Kubernetes.
Et sauf que, bah, voilà, ton cluster Kubernetes, il faut le mettre en place, il faut le manager, il faut le payer aussi, parce que même si tu as pas de job, bah, tu as quand même un minimum de frais pour un cluster Kubernetes. L'autre option, c'était il y a un truc à base de Terraform et de Lambda AWS, donc c'est le Philips Terraform, je sais plus le nom complet. Mais voilà, historiquement, c'est celui-ci qui était le plus répandu, je pense. Sauf que les limitations, bah, c'est un peu enfin, moi personnellement, je trouve que c'est un peu une usine à gaz parce que t'as plein de lambda un peu partout. Ça a été créé avant que certains webhooks par GitHub qui te facilitent la vie pour réagir à un lancement de job. Et puis en fait, le gros souci de ces deux solutions, c'est que tu n'as pas les images compatibles avec les images officielles. C'est-à-dire que tu peux pas juste changer une ligne dans ton workflow et puis passer du runner officiel GitHub à un runner self-hosted. Donc souvent, tu es en plus obligé de maintenir tes propres images de base avec tes softwares, tes images Docker. Et puis le temps de booter tout ça, enfin, ces deux solutions-là sont pas top non plus. Si tu veux vraiment faire de l'autoscaling et pas te payer pour de la capacité non utilisée, tu peux activer l'autoscaling, sauf que du coup, tes temps de démarrage, quand un job arrive, en fait, le queue time, il est super élevé. Et donc, moi, je me suis dit, bah, il y a peut-être moyen de faire mieux. Et donc, je suis arrivé, effectivement, avec Runzone à un truc où tes jobs démarrent en 30 secondes. Donc ça inclut le temps que le webhook parte de chez GitHub, arrive sur le service Runzone qui tourne dans ton infrastructure. Runzone ensuite démarre une VM chez AWS. La VM boot, le runner GitHub se lance et récupère le job. Et tout ça, ça se fait en moins de 30 secondes maintenant. Et ça tourne en plus sur les images officielles. Donc on sait que il y a GitHub qui publie en fait les images officielles, un template packer avec toute la stack de software qui est installée dessus. Et moi simplement, bah, j'ai pris ça, j'ai migré pour que ça marche chez AWS. Et d'ailleurs c'est public. Je ne sais pas si on pourra peut-être donner le lien en Ouais. description. Et donc maintenant en fait avec Runzone, tu as effectivement un peu ce que tu disais, tu as un peu le meilleur de tous les mondes parce que tu payes vraiment beaucoup moins cher. Parce que les VM en mode spot chez Amazon, c'est vraiment pas cher comparé à GitHub. Ça scale autant que tu veux parce que pareil, tu peux lancer. Tu as des limites de quota évidemment qu'il faut augmenter en passant par le support AWS si vraiment tu as beaucoup de jobs à lancer, mais tu peux lancer des centaines de VM en même temps sans aucun souci. Et puis tu as la compatibilité entre les runners officiels et les runners Runzone et la rapidité de queuing. Et donc ça, c'est vraiment. C'est vrai que je suis assez content de moi pour le coup, parce que Bah ouais, moi je ça suis en remplit train de pas mal chercher les de. défauts là, mais je les Ouais. trouve pas trop. En fait, ça me fait penser, j'ai 2 questions quand même. Tu parlais de la latence de moins de 30 secondes, ce qui est vraiment Mm. pas dégueulasse parce qu'en vrai, tu as rarement des jobs qui font moins de 30 secondes. Donc si tu as moins de 30 secondes de latence pour des jobs qui font même 2-3 minutes, c'est pas dramatique quoi, on peut survivre à ça. Mais ça veut dire que tu dois démarrer à chaque fois une VM seulement quand tu scales parce que tu as beaucoup de jobs ou comment je sais même pas comment ça fonctionne en fait, peut-être tu Ouais. peux en parler, Ben, mais côté en fait, GitHub, tu as une queue de jobs, tu scales ouais. comment c'est géré ce côté-là? Comment tu shut down des instances, à quel moment? Ouais. Bah, c'est intéressant en fait parce que toutes les alternatives, parce que là tout à l'heure j'ai cité les deux projets open source où tu veux le faire chez toi, mais tu as aussi plein de, genre tous les 2 mois, tu as un nouveau tierce party, un nouveau SaaS qui se lance, qui te promet des runners managés où Ouais. tu juste, voilà, tu te connectes, tu payes X par mois, enfin souvent ils sont 2 fois moins chers, enfin, entre guillemets seulement, et ils gèrent les machines pour toi, etc. etc. Et eux, effectivement, ils ont un pool enfin, leur fonctionnement. À chaque fois, je regarde parce que je maintiens un benchmark en fait, qui est aussi dispo sur le site de Runzone. Je regarde un peu comment ils fonctionnent. Et effectivement, ils fonctionnent tous à base de pool de VM. Et puis voilà, quand il y a un job qui arrive, tu as des VM qui sont déjà là en stand-by. Et du coup, le queuing time est très rapide. Sur Runzone, moi, je voulais vraiment pas avoir de capacité inutilisée, enfin pas avoir à gérer de pool, parce qu'en fait, Runzone, il est installable chez chaque client dans son compte AWS.
Et donc j'avais pas envie que quand tu installes Runzone, par défaut, ça te lance, je sais pas, ça te boot 3 VM en mode standby, et du coup tu payes pour ces VM, etc. Alors qu'il y a peut-être pas de job qui tourne dessus. Donc le fonctionnement de Runzone, c'est vraiment un job arrive, donc GitHub, enfin en gros tu pushes du code, ça déclenche un job parce que tu as un workflow qui est défini pour s'exécuter sur le push. GitHub va me lancer un webhook, donc sur l'endpoint Runzone qui tourne chez toi, enfin dans ton compte AWS. Et à ce moment-là, Runzone, il démarre une VM à la demande. Et donc en fait, ce queuing time très réduit n'est possible, je pense, que chez des fournisseurs type AWS, voire Google Cloud, parce qu'en fait, ils ont tellement optimisé leur temps de boot de VM que tu arrives à du... En fait, j'ai fait énormément de benchmark là-dessus aussi, tu arrives à du temps de boot à peu près de 15 secondes par VM chez Amazon. Donc en gros, j'ai 15 secondes incompressibles. Après, tout le reste, bah, c'est en 15 secondes, il faut que j'arrive à ce que Runzone fasse son travail, donc récupérer les webhooks, regarder un peu quel type de runner il faut lancer, puisque Runzone te permet aussi d'être hyper flexible en termes de nombre de CPU, de type d'instance, de est-ce que tu veux un GPU dessus, etc. Donc il faut qu'il regarde un peu ça. Et puis ensuite, faire les appels d'API à la fois côté GitHub et à la fois côté AWS. Et ensuite, une fois que la VM a démarré, il reste plus qu'à, entre guillemets, enregistrer le runner vers GitHub. Et ça, en fait, c'est assez lent. OK. Mais ça, c'est GitHub. En fait, tu as un autre temps incompressible qui est à peu près de 7-8 secondes à partir du moment où tu lances leur binaire qu'ils publient aussi. À partir du moment où tu lances ce binaire-là, ce qui se connecte à GitHub et puis qui récupère le job qui est pending. Donc en gros, je peux pas faire moins, pour l'instant en tout cas, que 23 secondes, en imaginant que Runzone prenne 0 pour faire son travail. OK. Ça, c'est en imaginant que tu démarres une VM du coup, c'est quand tu peux vraiment c'est le worst case scénario. Il y a quand même un scénario où ta VM est déjà démarrée et où tu peux déjà Non, l'utiliser? non, parce que Jamais? le gros, moi ce que je voulais, un des points dans Runzone, c'est que je voulais que des runners éphémères. Parce qu'en OK. fait, si tu fais des runners qui potentiellement enfin, je voulais pas avoir à gérer en fait une VM, le cycle de vie d'une VM sur le long terme. C'est-à-dire que la VM, elle démarre quand un job arrive et elle termine quand le job se OK. termine. Et ça permet d'éviter plein de problèmes de sécurité déjà, parce que des fois, si tu réutilises la même VM pour lancer plusieurs jobs, tu peux avoir du leak. Enfin, tu as eu plein d'exemples, hein, notamment sur des Bien sûr, repos ouais. publics. Donc, tu as potentiellement des problèmes de sécu. Et puis au bout d'un moment, ton disque, il peut aussi, enfin tu vois, si tu commences à faire du Docker, etc., on sait que cleaner du Docker, c'est pas forcément évident. Donc il faudrait à la fois, il faudrait vraiment avoir un mode de clean-up hyper bon. Et en fait, le plus simple, c'est encore de jeter la VM et puis de la redémarrer, vu que OK. ça prend 30 Ou secondes. sinon après il te reste l'alternative de faire du pré-boot en fait, de démarrer une machine d'avance ou un Mm. truc comme ça pour, anticiper un Ouais, peu, c'est ça. Bah, en fait, au début, j'avais pas des temps de boot aussi rapides, donc j'étais plutôt autour de 45, une minute, 45 secondes, une minute. Et j'avais réfléchi, ouais, à activer un mode où tu puisses demander d'avoir une flotte finalement de VM préchauffée. Mais mmh. finalement, maintenant que c'est à 30 secondes, Ouais, le besoin est moins ouais, le pressant. besoin est parti. Et il y a que GitHub en fait qui arrive à faire 15 secondes de boot. Mais bon, c'est parce qu'ils maîtrisent toute la stack. Quand tu regardes les tierces parties, ils sont autour de 30 secondes. Il y en a qu'un seul qui arrive à faire à peu près aussi bien que GitHub, mais ils sont pas très stables en termes de timing. Donc franchement, tel que c'est là, ça marche bien, quoi. Ouais, je pense enfin l'avantage de Runzone, de ce que je vois aussi, pour avoir regardé un peu les autres solutions, tu citais, genre Budget et cetera qui permettent justement d'avoir des alternatives à GitHub, mais où tu gères pas le côté hosting comme sur, Runzone, tu dois utiliser ton cloud Amazon. C'est le problème de la sécurité, c'est que, j'en ai vu beaucoup qui étaient pas, par exemple, compliant, SOC 2 qui est une Mhm. norme de process de sécurité, qui est souvent utilisée aux US, qui est un peu l'équivalent d'un ISO 27000 ou dans le genre chez nous et tu en as beaucoup qui sont pas compliant avec ça ou pas encore et donc du coup, c'est quand même assez compliqué de faire tourner
enfin, donner accès à tes repositories, à ton code et à une bonne partie de ton GitHub à des runners sur lesquels tu as aucune, maîtrise de la sécurité et que donc tu sais pas vraiment ce qui peut se passer. Donc c'est pas forcément, une très, très bonne idée en termes de sécurité. Là où au moins si tu as la maîtrise, donc tu as d'autres problèmes de sécurité, mais au moins ils sont internalisés et tu Ouais. peux appliquer tes propres process de sécurité qui peuvent être pires que ceux que de GitHub, ça c'est ton problème, mais qui peuvent être meilleurs que ceux de boîtes qui sont pas Mmh du mh. tout compliant, là où GitHub a beaucoup de compliance sur, pas mal d'aspects de sécurité, quoi, que ce soit Ouais. du HIPAA, pour les États-Unis, SOC et cetera. Ouais, c'est un des gros soucis des effectivement des runners tierce party, c'est que, bah, tes jobs, il y a énormément de secrets qui Ouais, transitent. Si tu as des jobs de déploiement, si tu as des jobs, de build qui publient sur des registries et cetera, ouais, alors souvent ils sont compatibles, SOC 2, Type 1, parce que tu as différents levels dans dans le SOC 2. Mais ouais, moi je trouve ça compliqué. Enfin, en fait, c'est vrai, enfin, je les envie pas, quoi, parce que c'est vrai que finalement, tout tourne sur leur infra, donc dès qu'il y a un problème côté GitHub Action, je pense qu'ils ont énormément de support requests à gérer, etc. Dès qu'il y a un problème ouais. sur leur infra, pareil. Tous les problèmes de sécurité, ça leur coupe un bout du marché assez important, à mon avis. Enfin, les problèmes de certification, on va dire. Et en fait, ouais, Runzone, l'avantage, c'est que bah, moi, je fournis le code, et puis ça s'installe chez le client, et finalement, bah, voilà, après, chacun, entre guillemets, Mmh. effectue la config de sécurité, enfin, chacun l'intègre dans son environnement de compliance, etc., qu'il a, mais au moins, on est maître de ce qu'on souhaite faire dessus, quoi. Ouais, tout ce qui est compliqué, je pense, pour des alternatives comme ça, enfin comme, Budget ou je vois que tu en as listé pas mal dans ton benchmark, c'est plutôt cool. C'est qu'en fait, leur proposition de valeur est très, très faible. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais juste du moins cher, mais Mmh. tu peux pas fournir entre guillemets «plus de features» que ce que fournit GitHub Action parce qu'en fait, tu es nivelé par GitHub Action qui te dit: «Bah, en fait» et donc tu fournis que du CPU, donc en fait, tu es une sorte de cloud provider qui fournit des runners GitHub intégrés, mais tu vas pas beaucoup plus loin que ça. Tu peux pas aller beaucoup plus loin que ça à part peut-être fournir un dashboard de reporting de coûts, mais ça va Ouais, pas très loin. Et en fait, par des équipes qui sont déjà orientées cloud vont déjà avoir une infra sur du AWS. Alors, tu fais que AWS pour l'instant, je crois, sur Runzone, ouais, mais j'imagine que GCP, Azure, forcément, vont arriver un jour, parce que tu auras forcément de la demande là-dessus. Mais du coup, ont déjà ce genre d'infrastructure parce que c'est devenu standard pour toutes les boîtes qui font du CI, du cloud, etc. Du coup, quitte à acheter du compute moins cher, autant l'acheter sur tes propres contrats, j'ai envie de dire, AWS, peut-être à des prix mmh, négociés encore moins chers que eux, et que bon, ça peut passer tu as déjà des DevOps, des gens qui font du DevOps, qui font du déploiement, etc., qui peuvent gérer ton infra, et c'est vrai que c'est un peu la meilleure solution, c'est un peu le meilleur des deux mondes, je pense. Je vois plus de valeur là-dedans. Au moins, c'est plus clair. Ça, comment tu cherches pas à faire juste du moins ouais. cher. Tu fais juste, je vous déporte le problème chez vous et après débrouillez-vous, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur l'aspect, finalement, ils apportent que du CPU et pas vraiment d'autres services, enfin que du moins cher, sur le CPU et pas vraiment d'autres services. Ça, c'est tout à fait vrai, et je pense que la bataille, effectivement, elle est plus tellement sur le prix, parce qu'en fait, tu tellement, enfin, ils se tirent tellement la bourre entre eux que, enfin, les prix vont continuer à baisser, et tu même UbiCloud qui est un autre, fournisseur qui lui, a carrément cassé les prix, enfin qui est au même niveau que Runzone, puisque lui, il est vraiment 10 fois moins cher. Après, leurs machines sont vraiment pas rapides, donc il y a une raison aussi. OK. Mais ils ont quand même levé, je sais plus, 25 millions d'euros, etc. Donc, UbiCloud a déjà cassé les prix, en fait. Et pour peu qu'ils ajoutent un peu des CPU un peu plus puissants, je pense que tous les autres, du coup, soit ils vont devoir s'aligner, soit ils vont disparaître. Mais donc la bataille des prix, elle est là. Mais après, la bataille qui reste, je pense qu'effectivement, c'est pour le coup les services tiers. Enfin, parce qu'en fait, dans la CI, ce qui est problématique, tu as le temps d'exécution, mais sauf que ton temps d'exécution, c'est pas forcément que du temps CPU. Tu as énormément de temps perdu avec des caches, avec recompiler des dépendances qui n'ont pas besoin d'être compilées. Et là-dessus, GitHub, en fait, est assez mauvais. Enfin, de base, il te fournit quand même une solution de caching, enfin une action de caching qui marche bien. Sauf que la deux soucis, c'est la vitesse de téléchargement et d'upload quand tu veux récupérer ou pousser du cache. Et puis également, tu as une grosse limitation sur la quantité que tu peux stocker, puisque par défaut, ils ont une limite soft à 10 gigas par dépôt. 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 10 gi
Et dans certains langages de programmation, type Rust ou autre, 10 gigas c'est rien, parce que leurs artefacts de compilation ou leur cache de dépendance, c'est juste énorme. Et en fait, la bataille, elle se joue un peu là, et elle se joue aussi sur pareil, le build des images Docker. Ça, c'est quand même aussi un gros Ouais, souci actuellement dans énormément d'équipes. C'est le premier problème, c'est si tu veux compiler pour du ARM, bah, chez GitHub, tu es un peu embêté parce qu'ils te fournissent que du x64, enfin du x86, avec du ARM qui est en bêta testing sur enfin, il faut s'inscrire sur une OK. liste, etc. Et en fait, tu te rends compte que donc tu peux builder des images ARM chez GitHub, mais en mode émulé. Et le mode émulé, bah, C'est très c'est lent, 10 j'imagine? fois, ouais, Ouais. c'est 10 fois moins rapide que le mode natif. Et donc là-dessus, en fait, Runzone en fait te fournit aussi des runners ARM natifs, puisque AWS, ils ont leur propre puce Graviton, qui sont les plus rapides du marché d'ailleurs. Enfin, en tout cas, dans ce que je compare, dans les benchmarks que j'ai Mmh. pu faire. Et donc ouais, je pense que la bataille elle est plus sur fournir plus de plateformes que ce que GitHub fournit, fournir des solutions un peu meilleures sur la partie cache. Et là-dessus, Runzone est aussi très bon parce qu'en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que vu que je m'exécute dans un environnement AWS chez le client, en fait, je peux tout à fait ajouter un bucket S3 qui est local juste à côté des runners et m'en servir pour faire mon backend de cache. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai juste, Runzone, il fournit runzone/cache, une action GitHub. Ouais, genre, tu une Et cache dédiée du coup, tu une cache, pardon, tu une action dédiée que tu as dû, ouais, j'imagine un peu réécrire parce que celle de GitHub doit pas fonctionner. D'ailleurs, celle de GitHub fonctionne du coup si tu fais du ouais, en self-container? fait c'est un remplacement drop-in, donc tu changes pareil une ligne, et ça peut, si tu t'exécutes en dehors de Runzone, bah ça fait comme si c'était l'action GitHub classique. Et si tu t'exécutes dans Runzone, enfin dans des runners fournis par Runzone, Mmh. en fait, ça va détecter que tu as un cache S3 dispo, et ça va du coup automatiquement l'utiliser pour stocker tous tes artefacts de cache. Et le gros avantage de ça, c'est que S3 c'est illimité, donc si tu veux stocker 500 gigas de trucs, d'images Docker ou autre, tu peux. Et puis deux, la vitesse, en fait, vu que tes runners ils sont dans un VPC, et S3, tu peux lui associer une gateway que tu connectes à ton VPC, c'est gratuit. Donc Runzone le fait automatiquement pour toi à l'installation. Et du coup, tu as des temps, t'as une bande passante de fou en fait, quasiment 5 fois plus rapide que celle de GitHub. Donc pareil, sur la doc de Runzone, il y a un exemple où voilà, pour un fichier de 5 gigas, au lieu de mettre 2 minutes 30 à récupérer, tu mets 30 secondes ou un peu moins. Pourquoi GitHub fait pas ça? Qu'est-ce qu'ils foutent chez GitHub? Bah, le problème chez GitHub, c'est que, et c'est un peu le problème de tous les tierces parties, c'est que ça leur coûterait cher de mettre du cache infini, enfin, ou alors il faudrait qu'ils le fassssent payer en supplément. Oui, Donc tu as un problème en fait de scale chez eux, c'est que voilà, s'ils fournissaient 100 gigas de cache à tout le monde, ils auraient vite. ça explique la limitation de taille, mais pas la vitesse. Pourquoi c'est si Alors lent à ton avis? la vitesse, je pense, c'est les machines Azure, parce que tous les runners Aïe. GitHub s'exécutent chez Azure, et je pense qu'en fait c'est toujours un peu un problème de scale aussi, c'est-à-dire que ils ont probablement sur des machines en bare metal sans doute plein de VM et qui veulent pas qu'un utilisateur prenne toute la bande passante des autres. OK. Et donc ils limitent en gros à 100 mégabits, 100 mégaoctets pardon, seconde la bande passante max, qui est déjà pas mal, hein. Enfin pour énormément de Ouais, cas d'usage, oui. ça marche bien. Mais ouais, pour des projets qui ont besoin de récupérer énormément de données, euh, en fait ça aide beaucoup d'avoir un cache beaucoup plus rapide. Et ça, tu peux le faire. C'est marrant parce que je discutais avec un compétiteur, avec une alternative qui est en mode SaaS, où lui disait, ouais, en gros, ce qui coûte cher chez lui, c'est le réseau, quoi. Sauf que OK. du coup, parce que le problème, c'est que les gens push et pull sur des caches. S'ils restent sur l'action GitHub classique, bah, ça sort de leur network et puis ça va chez Azure. Donc en fait, ils ouais, ils payent très cher pour tous les caches que leurs utilisateurs utilisent. Alors qu'avec Runzone, tout reste en local et la bande passante est gratuite. Donc, euh, donc c'est assez sympathique. Et ça marche aussi pour les caches. Je parlais tout à l'heure de Docker. Ça marche aussi pour y stocker
comme on dit en français, les layers, Mmh. les couches, Ouais. les couches Docker. Ça marche aussi pour aller y stocker ça. Donc c'est assez pratique parce que pour le coup, souvent les layers Docker, c'est pareil, c'est assez volumineux et ça t'évite de les reconstruire à chaque fois que ton job se réexécute. OK, c'est plutôt cool. Est-ce que tu as aussi des GPU, de dispo chez GitHub si tu as besoin de GPU? Alors, en mode bêta testing, ouais, si tu t'inscris sur une liste, tu peux espérer qu'ils te contactent pour pouvoir participer à la bêta. Donc ça va arriver, mais c'est toujours pas là. Enfin, par exemple, le ARM, je crois que ça fait plus d'un an qu'ils ont annoncé la bêta, et tu as un fil de discussion très très long avec plein de gens qui se plaignent, mais quand est-ce que ça arrive, etc. Donc c'est toujours pas là. Et on sait pas si ce sera limité à des plans particuliers ou même le tarif encore, on n'en sait rien. Enfin, je crois que si sur le GPU c'est public, et, OK. je crois que le tarif ça doit être 10 fois plus cher que un GPU qui tourne sur Linux, ça doit être 10 fois le prix du runner de base classique. OK. Donc ouais, ouais, ça arrive. Après, bah voilà, en fait, l'avantage d'AWS, c'est que tu as un tel choix d'instances que Runzone le supporte déjà. Tu peux déjà sélectionner dynamiquement pour un job précis le fait que tu aies un runner, enfin une machine avec un GPU. C'est le supermarché de l'instance, tu as accès à tout, tu peux choisir ton goût, tout ça, ta flavor, À c'est part, à part macOS, enfin à part des Mac. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, théoriquement, tu peux le faire. Enfin, ils fournissent des Mac M2 et tout hein, mmh. chez AWS, sauf que tu as un petit problème de licence. En fait, Apple, jusqu'à maintenant, il autorise pas que tu prennes un Mac chez Amazon pour moins de 24 heures. Et donc moi, OK, vu que j'ai pas de, enfin vu que moi tout est à la demande, tu pas envie, enfin et que je mutualise pas, hein, enfin chaque client a son truc Runzone, enfin son instance Runzone qui bien tourne sûr. sur son compte. Voilà, s'il démarre un job Mac pour 20 minutes, il a pas envie de payer 24 heures. Donc pour l'instant, effectivement, je peux pas fournir du Mac. Après, bon, les runners macOS existent chez GitHub, donc l'avantage c'est que tu peux mixer en fait les deux Ouais, solutions. ce que j'allais dire, tu peux faire, du GitHub, tu peux transitionner une partie de tes jobs sur Runzone, tu as le choix de toute Mm, façon, ce que j'avais déjà vu sur des solutions concurrentes, tu peux de toute façon mixer, faire une partie de tes jobs chez GitHub, une autre ailleurs, tu as le choix ouais. vraiment de la taille de machine du coup et du runner qui va les faire tourner derrière, donc ça c'est plutôt cool de la part de GitHub d'avoir de la souplesse là-dessus, ouais. Ouais. Puis on parlait tout à l'heure des queuing time, en fait, c'est pareil, si tu as des jobs qui durent 2 minutes, t'as pas grand intérêt, à moins que tu en lances des milliers par jour et que le prix commence à piquer un peu, t'as pas grand intérêt à les passer sur Runzone. Autant qu'ils continuent de tourner sur les machines de base GitHub, 2 minutes de temps, c'est pas énorme, et puis tu profites du fait qu'ils démarrent en 10-15 secondes plutôt que 30 et quelques. Donc Non, c'est ouais, cool. tu peux vraiment, ouais. C'est quoi les prochaines features, à ton avis pour Runzone là aujourd'hui? Parce que ça me paraît assez complet. Tu es aussi limité j'imagine par le scope fourni par GitHub Action et si tu résous le problème de lancer les jobs, pour l'instant ça reste, tu as fait 90 du taf. Je vois pas trop ce qui peut rester. C'est fini du coup Runzone? Heu, disons que là, il y a une très bonne base et ouais, les clients sont vraiment contents. Ce qui reste en fait, ça va être peut-être plus sur l'aspect monitoring, parce qu'on parlait des coûts tout à l'heure. Toi, tu dis que les développeurs, ils s'en foutent un peu du coût Ouais, de on disait ça au comment ça début, tout à fait. En un bug. préparation, on parlait de ça, effectivement. Ouais. Bah, malheureusement ou heureusement, en fait, pour avoir discuté pas mal d'équipes de CI, ces dernières années, c'est vrai que je peux dire que les développeurs s'en foutent. Tu as toujours un manager quelque part qui a un budget et qui gère le CI, donc lui, il s'en fout pas. Le fait est qu'au quotidien, la plupart des développeurs sont pas vraiment en fait, ce qui les intéresse souvent et la plupart des outils sur le marché, autour du CI s'intéressent à ça, c'est les temps de run. Donc tu vas avoir du monitoring de Mmh. CI pour vérifier la durée des jobs, pour ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la feedback loop, que ce soit rapide et aussi parce que ta feedback loop, si tu fais du développement continu souvent derrière, en fait, elle va impacter ton temps pour déployer. Donc, tu veux que tes pipelines de CI/CD soient rapides pour que si tu as besoin, si tu déploies par exemple quotidiennement et que tu veux déployer quelque chose assez rapidement, bah, pas attendre 3 heures que ta PR fasse passer les premiers tests, que ta pipeline de déploiement prenne 2 heures derrière, c'est pas vraiment possible. Donc, ça intéresse les développeurs et ça, effectivement, vu que tu payes souvent à la minute ton coût de CI,
ça a un impact sur le coût. Donc en optimisant ça pour eux-mêmes, pour avoir une feedback loop rapide et pas attendre des plombes, il faut aussi optimiser le coût. Mais c'est vrai que c'est rarement drivé par des optimisations de coûts directement. C'est juste que la plupart des optimisations que tu fais pour le run ont aussi un impact sur le coût. Et Mmh. tu as souvent un manager à la fin qui s'intéresse à son budget, à sa ligne à la fin de l'année, sur combien ils ont dépensé sur GitHub Action, CircleCI ou leur infra, cette fausse style. Ouais. Ouais, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose à faire parce que, enfin, en tant que développeur, moi perso, ça commence et je pense que ça commence à arriver quand même de se dire, «Mais est-ce que j'ai besoin de lancer, je sais pas, 10, 20, 100, 200 jobs à chaque commit?» Parce qu'il y a des boîtes, hein, tu vois passer, tu enfin, je pense que tu le vois aussi chez Mergify, tu voilà, tu as certains workflows, qui lancent un paquet de VM et je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Alors peut-être qu'après, la majorité, ça va pas les intéresser, mais à mon avis, tu as quand même quelque chose à faire pour au moins qu'il y ait l'info qui s'affiche quelque part. Donc j'aimerais moi personnellement dans Runzone, j'aimerais beaucoup qu'à la fin du job, ça t'affiche. Alors je sais pas si ça doit être dans le job summary ou si ça doit juste être dans une step additionnelle, du workflow. Mais j'aimerais beaucoup que ça affiche, bah, voilà, ce run t'a coûté, X. Ouais. Éventuellement en comparant avec le prix GitHub pour bien montrer que c'est moins cher, mais au moins avoir l'info. Un autre truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est, pareil, toujours un peu dans ce même truc de se dire, «Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces jobs-là, que ça tourne tout le temps, à chaque push et cetera?» Avoir une idée de l'empreinte carbone, alors ça, c'est hyper compliqué parce que tous les Ouais. data centers, suivant où ils sont, enfin voilà, c'est compliqué à calculer, mais j'aimerais bien, en plus du prix, avoir le coût, on va dire équivalent carbone d'un job. Je trouve, enfin moi je sais pas en fait, tu vois. Là actuellement je sais pas quand je lance 10 minutes, un job de 10 minutes, je sais pas combien ça me coûte. Enfin, je sais pas combien ça me coûte en termes monétaires et en termes, on va dire, environnemental. Et c'est un truc enfin, que je trouverais déjà intéressant d'avoir, rien qu'avoir la donnée. Après, ce qu'on en fait derrière, à voir. Ouais, bien sûr. Euh, Bah, et de ensuite, ouais, bah, tu disais aussi sur le monitoring, je pense qu'il y a, enfin, dans Runzone, j'aimerais bien quand même proposer quelque chose qui permette d'avoir une vision un peu plus fine sur bah, là où tu perds entre guillemets le plus de temps, enfin, où là, ouais. tes workflows qui prennent le plus de temps. Après, je pense qu'il y a pas mal de solutions qui existent déjà, donc je suis pas sûr que je vais vraiment aller à fond Bah, là-dedans. ouais, la meilleure chose à faire, je pense, pour les intégrations, si je dois donner mon avis en tant que avec ma casquette produit, tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup d'outils déjà, donc si tu as une Mm. intégration à faire, c'est sûrement avec des outils existants du type, des SaaS comme, Datadog ou des outils Ouais, open source comme, Prometheus, Grafana et cetera. Des stacks assez que tu trouves souvent chez les ops qui vont avoir déployé ça pour monitorer. Je pense s'intégrer dans ce genre d'outils, c'est ce qu'il y a de mieux. Sur la partie coût, à mon avis, ouais, je pense vraiment que les développeurs, si tu veux, vont jamais être intéressés directement par actionner. Et je pense que la vue macro, en fait, souvent, les instances que tu vas faire tourner dans Runzone sur AWS, à ma connaissance, personne ne s'intéresse vraiment jamais à la vue micro, si tu veux, des jobs et mm, combien ça coûte par paire, etc. C'est un petit peu ce qu'on avait fait chez nous l'année dernière sur le sujet. Mais par contre, tu as vraiment des équipes qui s'intéressent à savoir combien coûte l'infra et combien chaque partie de l'infra peut coûter. Et en fait, c'est souvent une vue globale, c'est-à-dire que les instances que tu vas lancer dans Runzone, elles vont coûter tant par mois ou par année. Ça va être ça le budget CI. Et la question qui sera ramenée à des développeurs, c'est bon, le CI nous a coûté tant de dollars cette année parce que vous avez lancé tant de VM. Comment on fait pour en lancer moins? Bon, déjà, je pense que Runzone, mm, c'est comme une super grosse optimisation sur plein d'aspects de CI. Donc, tu divises déjà ta facture par 10, hein, grosso modo. C'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais les prix entre ouais. les benchmarks que tu montres, etc., c'est grosso modo entre 10 et 15 fois moins cher selon le type d'instance et ce que tu fais. Donc, tu as quand Ouais, même un gap qui est mm. énorme. Entre 7 Modulo, et entre 7 et 15 fois, ça dépend des régions, ça dépend, si tu ouais. as accès à beaucoup d'instances spot ou pas, ou si on est obligé de faire un fallback sur les on-daemon. Mais ouais, les gains, sont vraiment énormes. Modulo, quand même, je pondère, c'est moins cher. Il faut quand même maintenir l'infrastructure, la déployer, etc. Donc, il faut quand même prendre en compte. Je dis ça parce que après, sinon, tout va se jeter dessus et passer des mois. C'est pour pas des mois, mais genre, va se dire, ouais, il faut déployer ça. Il faut quand même le maintenir après, faire que ça marche. Mmh. S'il y a des incidents, quand il y a des incidents sur GitHub Action, t'as juste rien à faire à part à pleurer, mais tu n'as rien à faire et ça revient tout seul. S'il y a un incident sur votre déploiement Runzone, il faut le gérer. Donc, s'il y a des équipes qui le gèrent, et c'est cool. S'il y a des équipes d'infra, mais s'il y a des gens qui veulent déployer ça et qui n'ont pas d'équipe d'infra, c'est juste du boulot en plus, donc du temps en plus, donc de l'argent en plus à déployer. Ce qui peut rester quand même rentable quand tu divises les coûts par 10, mais c'est bien à prendre en compte, parce que malheureusement, je vois trop de développeurs qui ne prennent pas en compte le temps qu'ils passent à faire des choses et de combien ça coûte
de passer du temps à faire, des trucs comme ça et pas leur cœur de métier qui est Mmh faire mh. une appli X, Y, Z. Donc, prenez Mmh. bien ça en compte, mais ça peut rester de toute façon, rentable quand les prix sont aussi Alors, bas, un quoi. des points quand même dans Runzone, c'était l'aspect, low maintenance. C'était un des points essentiels pour moi et heu et le fait que ce soit simple en mode de fonctionnement, c'est-à-dire tu as un webhook qui arrive, ça démarre une VM, ça limite aussi pas mal on va dire la surface de ce qu'il y a à déployer, et tout ça, ça s'installe, c'est un template CloudFormation, tu as 3 clics, ça s'installe, 3 clics, ça s'upgrade et c'est que des services managés AWS, qui coûtent soit rien, soit très peu cher derrière. Ouais. Donc ça reste faible en maintenance, mais on est d'accord, c'est pas BuildJet, c'est pas, Warbuild où là tu payes et c'est eux qui s'occupent de tout. Ouais, Tu bien peux sûr. effectivement avoir des soucis, Oui, avec oui, puis il Runzone, faut quand même on est enfin, d'accord. si demain je dois déployer Rodzone, ça va me prendre une journée, donc ça va me coûter plusieurs centaines 10 d'euros minutes, de 10 minutes. le temps que je lise la doc de CloudFormation, Non, donc que je vois 10 comment ça minutes. marche Bah, et qu'on ait tu cette verras, conversation. non, non, je te conseille d'essayer. J'ai beaucoup bossé là-dessus. J'ai vu que c'était pas mal intégré, ouais, que tu avais fait un truc complet Ouais. avec, un bouton qui lance sur j'ai pas de compte, CloudFormation comme ça là pour tester, mais j'ai vu qu'effectivement c'était assez rapide. Mais tu as quand même besoin à un moment d'avoir une maîtrise, une compréhension de ce que tu fais, je pense, donc ça prendra forcément un petit peu de temps, au-delà de ça, quoi. Franchement, c'est un des projets sur lesquels, j'ai vraiment bossé on va dire l'onboarding, OK. et où en fait, tu pars de la doc runzone, tu cliques, tu arrives dans l'interface AWS, ils ont ce qui s'appelle un quick create stack pour Mmh. CloudFormation en fait. Donc hop, tu as quelques champs à remplir avec le nom de ton organisation GitHub. Tu cliques, tu attends quelques minutes que toutes les ressources GitHub, toutes les ressources AWS, se construisent et ensuite tu arrives sur une page, ça t'a déployé une page, avec un service, avec un certificat, enfin tout ce qu'il faut, donc un service qui s'appelle AppRunner chez AWS qui est vraiment pas mal, qui coûte rien et qui permet de déployer des conteneurs avec, un endpoint SSL facilement et ensuite tu arrives sur ce truc-là, tu cliques un bouton et en fait, j'ai découvert dans ce projet qu'avec GitHub, tu peux créer des GitHub apps, de manière, Dynamique? la 99,999% des projets qui te disent qui fonctionnent avec une GitHub app, tu dois aller la créer toi-même, remplir les champs, m'indiquer les permissions, tout ça et en fait, GitHub te propose de faire tout ça à partir d'un manifeste et donc avec Runzone, tu cliques, ça envoie le manifeste à GitHub, GitHub te dit: «Est-ce que tu confirmes que tu veux créer l'app?» Boum, tu reviens à Runzone, terminé. Donc si tu l'as pas fait, je te conseille de regarder, c'est assez Mais je intéressant regarderai. Donc tant que j'ai et pas de problème, ça me prend que 10 minutes du coup. Si jamais un jour je dois débugger par contre, je c'est ça le truc. si tu dois débugger, il faut regarder les logs et m'appeler. C'est ça. Mais Non, c'est pour mais ça, voilà. ouais, c'est pour ça. Ce que je non, c'était my point being, Ouais, tu peux ça peut prendre du temps à un moment, donc juste pour prendre ça en compte, on est d'accord. bah, ça reste, potentiellement une bonne idée, hein. C'est juste que surtout pour les grosses équipes qui font beaucoup de builds, je pense que c'est assez vite rentable, et surtout je pense que Mmh les mh. équipes qui ont déjà des self-hosted runners en fait, c'est peut-être ça, aussi le truc, c'est que si tu as déjà des Oui, self-hosted ouais, runners, ouais, c'est une grosse passer partie sur des du clients. run c'est déjà c'est plus intéressant parce que du coup, tu as tout le côté on-demand qui est géré, tu as enfin tout ça qui est automatisé pour toi et tu as Mmh. une solution vraiment plutôt que de te débrouiller à manager le truc toi-même et avoir des instances qui tournent potentiellement Ouais, tout le souvent temps. les clients qui arrivent sur Runzone, c'est effectivement des gens qui avaient déjà du self-hosted, donc soit en mode, on va dire artisanal avec des machines, chez Hetzner ou autre, Mmh. voilà, soit en mode, avec Arc, ou avec, le plugin, Philips, dont je OK. parlais tout à l'heure. Et qui en fait se rendent compte que ça leur prend énormément de temps à manager et ils cherchent une alternative, on va dire, plus rapide à mettre en place et surtout qui tourne toute seule. Et ça, ouais, c'est une grosse partie des clients qui arrivent, sur la solution. Ouais, du coup, tu sais déjà où trouver tous tes nouveaux clients, quoi. C'est tous les Ouais, gens qui faut juste utilisent ça, trouver quoi. qui utilise ça, et cetera. Tu as aussi beaucoup qui viennent de CircleCI, parce que, OK. Circle est en train, enfin, je sais pas exactement pourquoi, mais, bah, je pense en termes de tarifs, ils sont peut-être pas terribles et puis en termes de, ouais, reliability aussi, peut-être un peu de soucis. Mais, c'est pas enfin, c'est assez marrant, ouais, des gens qui cherchent à switcher de plateforme, venir vers GitHub Action, mais qui cherchent une solution un peu plus abordable que bah, c'est souvent des gens qui ont énormément de jobs et donc qui cherchent en plus Ouais. de passer sur GitHub Action, qui cherchent, à réduire un peu les coûts, tant qu'à faire. Et du coup, est-ce que pour réduire les coûts, la solution, c'est de plus avoir de CI du tout? Et ben, ouais, peut-être, peut-être. Alors peut-être pas de CI, mais en tout cas de bouger la CI, autre part que que sur des serveurs, cloud. Je pense qu'effectivement, tu fais peut-être référence à ce que DHH, a lancé récemment sur Twitter, le fait que,
Ils ont supprimé en gros leur CI automatique et qu'ils ont mis un petit script en place qui lance les tests avant chaque commit, ça lance les tests localement. Du coup, ça profite de la machine du dev local qui souvent, enfin, voilà, avec les derniers MacBook ou même les derniers processeurs AMD, souvent tu as des CPU vachement plus performants que ce que tu trouves sur le cloud. Et donc ils font tourner la suite localement et puis ils envoient un petit ping à GitHub en disant bah, c'est bon, le développeur a fait tourner, c'est vert. Sachant que Ouais, pour le contexte, pour ceux qui connaissent pas DHH, c'est le créateur de Ruby on Rails, de Basecamp, si je dis pas de bêtises, ouais. de Hay, qui est une enfin, ils ont quand même, il a beaucoup d'idées de comment dire, enfin, Ruby on Rails est une sorte de, je dirais, de statement dans le monde du développement sur comment tu développes des applications Ruby, etc. Ils ont, je crois, dans le cadre de Hay, lancé un framework, peut-être tu connais le nom, qui fait du Hotwire. HTML, JS, ouais, exactement, de manière très différente de ce que la plupart des gens font aujourd'hui Mhm. avec du React, Vue, et etc. Ils ont une approche qui est très différente avec à chaque fois. Enfin, je pense que c'est un peu sa marque de fabrique, c'est de prendre un peu à contre-pied sur ce que fait Ouais, l'industrie de manière générale, avec vraiment un truc, enfin, qui tient la route, quoi. Pour moi, à chaque fois, ils ont juste une façon différente de voir le monde, sur que ce soit dans Ruby on Rails, il y a, oula, c'est vieux, il y a 20 ans, et ou dans Mini Basecamp aussi, qui a aussi une vue assez différente dans leur approche marketing, leurs produits, etc. Et oui, c'est assez rigolo parce que du coup, cette approche-là du CI est aussi très, très, très différente et dans la marque de fabrique, je pense, de ce que fait DHH depuis 20 ans. Donc, de faire un ouais, truc vraiment, en fait, tout le monde fait ça, tout le monde lance des jobs sur des clouds et machin. C'est nul. Nous, on fait plus ça. ouais. Bah, ils ont, là, en fait, ouais, ce qu'ils définissent, c'est des opinions fortes, on va dire, et effectivement souvent un peu en avance de phase sur les autres. Ça a été le cas bah, pour Rails, ça a été le cas pour leur Cloud Exit aussi, puisqu'ils ils sont partis de chez AWS pour aller sur du bare metal. Ils économisent, je sais plus, 3 millions par an, je crois, sur leur infra, il me semble. Et puis, donc il y a eu aussi effectivement Hotwire pour partir un peu de tout cet écosystème single page application avec React et compagnie, assez lourd, des temps de build, une séparation des équipes entre front-end, back-end. Et à chaque fois, je pense qu'il a pas forcément eu tort. Même souvent, on se rend compte que, ouais, peut-être simplifier un peu ce qu'on fait pour développer du soft, c'est assez utile. Et c'est vrai que le dernier truc, du coup, se dire, bah, finalement, tu as des boîtes qui, voilà, qui peuvent dépenser des dizaines de milliers d'euros par an pour de la CI, juste pour faire tourner des runners. Quand on voit finalement que les CPU sont, là, si tu compares par exemple les CPU GitHub, ils sont à peu près 2 fois moins rapides que ce que tu peux avoir sur une machine de dev, on va dire, peut-être pas basique, mais en tout cas classique. Bah, tu peux te dire, ouais, puis finalement, cette machine de dev, autant l'utiliser à fond, quoi, parce que maintenant, il commence à y avoir un paquet de CPU, un paquet de cœurs. J'allais dire, hein, enfin, là, tu prends les derniers MacBooks, qui est un peu la machine standard pour les développeurs, tu prends des M2, des M3, récents avec, une bonne dizaine, douzaine de cœurs, alors que bon, tu as 3 tables de lancer dans Chrome et VS Code, je pense que tu peux faire tourner des jobs de CI Mmh. en arrière-plan sans trop de problème. Enfin, pour lancer Ouais, des tests carrément, ouais. unitaires en Go, Python, Rust ou ce que tu veux, des jobs qui prennent, probablement 10 minutes chez GitHub, pourraient en prendre sûrement 3 minutes sur ton laptop et coûter 0, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, et donc bah, c'est marrant parce que suite à son tweet, il y en avait justement qui ont dit bah, du coup, pourquoi pas installer le binaire fourni par GitHub sur une machine de dev. Et du coup, bah, voilà, tu as ta flotte de self-hosted runners qui tournent sur tes machines de dev. Alors je dis pas que c'est forcément une bonne idée parce que tu as quand même un peu potentiellement des problèmes de sécurité, enfin, faut faire un peu attention. Mais dans l'idée, ouais, pourquoi pas. Ouais, C'est je vrai pense que que, tu as beaucoup de problématiques à gérer, je pense, derrière, que c'est moins de contrôle, et cetera. Après, la vraie question sur ce genre de truc, c'est toujours pareil, c'est drivé par le coût. Donc, en fait, c'est à quel point d'avoir ce genre de solution est intéressant. Tu cites 3 millions d'économies, 3 millions de dollars d'économies en bougeant du cloud. C'est sûr que ça fait rêver. D'un autre côté, tu sais que c'est aussi beaucoup de temps en contrepartie, d'embauches qui ont peut-être du fait pour gérer alternativement leur propre flotte de serveurs, le déploiement, tout ce que en fait AWS gère pour toi. Ça peut être, ceci dit, très viable économiquement. Il y a beaucoup de choses que tu externalises et qu'en fait, une fois que tu les internalises, tu peux diviser le coût par 2, par 3, avoir de meilleures solutions, une meilleure intégration.
Bon, tu prends des boîtes comme Apple qui, en fait, maintenant font leur propre CPU et cetera, enfin, qui internalisent beaucoup de choses pour avoir une meilleure expérience, donc tu peux aussi faire la même chose et c'est pas forcément un mauvais choix. Il faut juste faire les calculs à chaque fois, je pense, de ce genre de choses, si tu te Ouais. dis, il y a toujours Bah, des compromis à faire. je pense qu'il faut avoir les bonnes équipes quand même, effectivement, parce que, si tu as quelque chose à gérer, et donc c'est vrai que lui, il part d'une position avec Basecamp où voilà, ils ont une équipe, avec des bons développeurs, ils ont des gens en ops, enfin ils ont ce qu'il faut, on va dire, donc forcément ça se passe plutôt bien. Parce qu'effectivement ce qu'il dit, AWS enfin, c'est managé certes, mais tu as quand même un peu de taf en fait. Ça requiert des gens qui ont une certaine expertise, et cetera. Ouais, Donc finalement, le temps que tu passes à gérer tes stacks, Terraform ou enfin tous tes services AWS, ça demande parfois, à un certain niveau, on va dire, ça demande pas tellement plus de temps de le faire sur du bare metal où tu as quand même un ouais, certain niveau de service aussi, si tu choisis bien ton fournisseur. Effectivement, si tu vas chez Hetzner, tu faut vraiment tout faire toi-même et oui, tu peux avoir des voilà. Mais si eux, ils utilisent, je sais plus, un fournisseur un peu, qui apporte vraiment une plus-value avec des techniciens, et cetera, ouais, qui est bien. Et ça s'entend complètement. Après, clairement, ouais, si tu es 3 dans ta boîte, 3 développeurs dans ta boîte, c'est pas forcément et encore, ça peut se discuter, mais c'est pas forcément le meilleur choix, de faire, ton exit cloud, puisque tu vas passer plus de temps effectivement à maintenir ta plateforme. ouais. Même si là aussi, je pense qu'il y aurait aussi pas mal de choses à dire sur, le bare metal versus, le cloud, même pour des petits projets. Mais bon, on en parlera peut-être, une autre fois. Exactement, un autre sujet. Est-ce qu'il y a un sujet autre autour de tout ça qu'on n'a pas abordé, qu'on aurait raté, tu crois, dans cette conversation? Moi, je pense qu'on a bien fait le tour, mais est-ce qu'il y a un petit truc en Non, bah, plus? écoute, non, je pense qu'on a fait un bon tour déjà. Top! Bah, écoute, merci beaucoup, Cyril, pour cette super conversation. On a parlé beaucoup de GitHub Action, de Runzone et tout, mais c'était super intéressant. Je pense que ça donnera des idées à plein de gens sur comment améliorer leur CI, leur temps d'exécution, réduire les coûts, que des bonnes choses. Je pense que là, c'est un peu l'épisode de que pour ceux qui font du GitHub, pour les autres, ben, Mmh. je sais pas, débrouillez-vous ou changez de fournisseur. Bah, ou alors, il y aura peut-être un run zone pour GitLab, par exemple, parce que c'est une demande qui m'a déjà été faite aussi, à voir, Trop si en bien. se mettant sur différents fournisseurs. On verra Bon, on bien. se reverra à ce moment-là, du coup, pour parler de GitLab, des autres fournisseurs et de tout ça dans le futur. Ouais, Trop avec cool. Et plaisir. bah, merci beaucoup, Cyril. Merci Julien. Salut.